Chapitre 21. De la compassion. Les mammifères les plus courants en forêt comptent aussi parmi les plus petits représentants de cette classe de vertébrés. Ce sont les mulots sylvestres. Ils sont mignons, mais difficiles à observer du seul fait de leur taille, d'où leur peu d'intérêt aux yeux du randonneur. Pour ma part, je ne remarque à quel point ces petits animaux sont nombreux à s'affairer dans le sous-bois que lorsque j'ai rendez-vous avec une personne intéressée par notre cimetière forestier, et que je reste à l'attendre un certain temps au même endroit sans faire de bruit. Le mulot sylvestre est omnivore et passe l'été dans le pays de cocagne que lui est le couvert des vieux hêtres. Bourgeons, insectes et autres petites bêtes se trouvent là en abondance, si bien qu'il peut sereinement élever ses petits. Mais ensuite, l'hiver approche. Pour ne pas avoir trop froid, il installe son logis au pied de troncs imposants, là où prennent naissance plusieurs racines. Il s'y forme des cavités naturelles qu'il suffit d'agrandir un peu. La plupart du temps, il s'installe là à plusieurs, car les mulots sylvestres sont des êtres sociaux. Quand le sous-bois est enneigé, il m'arrive de tomber sur les traces d'un drame. Des empreintes de petites pattes mènent jusqu'au tronc d'un hêtre. Une martre est passée par là. Et pour son petit déjeuner, la martre adore le mulot. Les empreintes conduisent à une cavité entre des racines. La violence avec laquelle on a gratté et cherché là est manifeste. On ne s'est pas contenté d'éjecter négligemment les réserves cachées des mulots, mais parfois aussi un mulot lui-même. Et les autres habitants de ce refuge? Ont-ils juste eu peur de la martre? Ont-ils aussi perçu le supplice de leurs compagnons? Apparemment oui. Des chercheurs de l'université McGill de Montréal ont découvert des indices de compassion chez les petits rongeurs, les premiers non-primates chez lesquels un tel sentiment fut observé. Les expériences en elles-mêmes furent toutefois loin d'être charitables. On infligea aux souris de douloureuses blessures aux pattes par injection d'acide. Une variante consistait à appliquer ces zones sensibles du corps sur des plaques brûlantes. Quand les animaux avaient précédemment observé l'un de leurs congénères subir les mêmes tortures, ils ressentaient ensuite bien plus la douleur que lorsqu'on les faisait souffrir sans préparation. À l'inverse, la présence d'une autre souris qui s'en était mieux tirée les aidait à supporter la douleur. L'ancrage dans le temps du lien entre les souris était un autre facteur important. La compassion se manifestait plus nettement quand les animaux étaient ensemble depuis plus de 15 jours, ce qui est fréquent chez les mulots sylvestres vivant en liberté dans nos bois. Mais comment les rongeurs communiquent-ils entre eux? Comment savent-ils si un congénère est en train de souffrir ou de vivre un enfer? Pour le découvrir, les chercheurs bloquèrent l'un après l'autre les moyens de perception, la vue, l'audition, l'odorat et le goût. Et bien que les souris aiment à communiquer par les odeurs et poussent des cris perçants sous forme d'ultrasons en cas d'alarme, c'est étonnamment la vue de congénères en train de souffrir qui fait naître l'empathie chez elles. Par conséquent, lorsqu'une martre extirpe un mulot sylvestre de son douillet refuge hivernal, les autres vivent sans aucun doute eux aussi un moment d'épouvante. Combien de temps cette compassion dure-t-elle? La pitié et l'émoi qui l'accompagnent règnent-ils encore chez les petits mulots terrés dans leur cachette à l'instant où je découvre les traces de leurs prédateurs dans la neige? Nous ne le savons pas encore. Qu'en est-il par ailleurs de la compassion à l'égard de congénères arrivés récemment, qui ne sont donc pas encore intégrés au groupe? Il semble qu'elle se manifeste bien moins. Autre point de ressemblance des souris avec les hommes, qui ne manqua pas de surprendre les chercheurs de l'université McGill. En comparant les comportements empathiques d'étudiants et de souris, ces derniers sont en effet arrivés à la conclusion que la compassion est bien plus prononcée à l'égard des membres de la famille et d'amis qu'à l'égard d'étrangers. Et ils ont déterminé le rôle du stress dans ces résultats. Un individu stressé réagit moins à la souffrance de ses congénères. Or, la seule présence d'un individu étranger suffirait à générer du stress, libérant du cortisol chez les participants.
Pour la contre-épreuve, les chercheurs bloquèrent cette hormone chez les étudiants et les souris à l'aide d'un médicament, renforçant ainsi à nouveau la compassion. Question empathie, les cochons ne sont pas en reste. Tournons-nous cette fois vers les porcheries expérimentales du centre d'innovation de Sterksel. Les chercheurs néerlandais de l'université de Wageningen y ont passé de la musique classique aux animaux. N'ayez crainte, l'objet de l'étude n'était pas de savoir si les cochons apprécient Bach. La musique fut associée à de petites récompenses, telles que des pépites de chocolat. Avec le temps, les cochons du groupe testé ont associé la musique à certaines émotions. Et c'est là que ça devient passionnant. Ils furent rejoints par des congénères qui n'avaient jamais entendu ces sons-là et ne savaient donc qu'en faire. Ils ont pourtant partagé le ressenti des cochons mélomanes. Quand ces derniers étaient contents, les nouveaux venus s'amusaient et gambadaient eux aussi. Et quand les premiers urinaient de peur, c'était tout aussi contagieux. Les cochons sont visiblement capables d'empathie. Ils comprennent ce que les autres ressentent et se laissent gagner par le même ressenti, ce qui est la définition même de la compassion. Que dire à présent du ressenti entre espèces différentes ? Que nous autres, hommes, puissions partager la douleur d'autres espèces est évident. Sinon, pourquoi serions-nous aussi choqués par ces images de poulets déplumés et sanguinolents plongés dans l'obscurité des élevages en batterie, ou de ces singes, la boîte crânienne ouverte, avec des électrodes fichées dans le cerveau. Mais les animaux, eux aussi, peuvent éprouver une compassion dépassant la frontière des espèces. Un épisode qui s'est déroulé aux eaux de Budapest en apporte un exemple particulièrement émouvant. Alexander Medvesh, un visiteur, est en train de filmer un ours brun dans son enclos, quand soudain, une corneille tombe juste devant lui, dans un fossé rempli d'eau. Elle se débat tant qu'elle peut, mais à bout de force, manque bientôt de se noyer. C'est alors que l'ours intervient. Saisissant délicatement l'une de ses ailes dans sa gueule, il tire la corneille hors de l'eau. L'oiseau reste allongé là, comme paralysé, avant de se ressaisir. L'ours, quant à lui, ne prête plus attention à ce morceau de viande fraîche qui figure pourtant sur la liste de ses proies et retourne manger ses légumes. Était-ce un hasard ? Pourquoi l'ours aurait-il agi ainsi, alors même que, manifestement, aucun instinct, manger, jouer, ne l'y poussait ? Outre l'observation directe, aller voir ce qu'il se passe dans le cerveau peut aider à confirmer la possibilité d'un sentiment de compassion au sein d'une même espèce. Il s'agit alors de vérifier s'il existe, chez les animaux concernés, des neurones miroirs. Ce type spécial de cellules découvert en 1992 présente une particularité. Alors que les autres cellules nerveuses produisent des impulsions électriques chaque fois que notre corps se livre à certaines activités, les neurones miroirs, eux, s'activent quand un tiers accomplit les actions correspondantes, réagissant donc comme si notre propre corps était concerné. Le bâillement en est un exemple classique. Si votre interlocuteur se met à bâiller, ça vous donne, vous aussi, envie de bâiller. Il est plus agréable, évidemment, de se laisser contaminer par un sourire. Mais le phénomène est bien plus net quand la situation est pénible. Si un membre de votre famille se coupe le doigt, vous souffrez avec lui parce que, dans votre cerveau, des cellules nerveuses réagissent comme si vous vous étiez vous-même blessé. Elles ne fonctionnent néanmoins que si elles ont été exercées dès la prime enfance. Seule une personne dont les parents ou, à défaut, les adultes référents sont aimants peut entraîner et renforcer ces neurones miroirs. Qui a été privé d'affection durant son enfance verra aussi s'étioler son aptitude à la compassion. Les neurones miroirs sont donc en quelque sorte le hardware de la compassion. Quoi de plus naturel dès lors que d'aller voir quelle espèce possède ce type de cellules ? La recherche en est justement là. Nous savons pour l'instant que les singes en sont pourvus. Il reste à vérifier quelles autres espèces encore nous ressemblent sur ce point. En tout cas, attendons-nous à des surprises. Les scientifiques, en effet, partent du principe que tous les animaux vivant en groupe possèdent des mécanismes cérébraux comparables.
car les formations sociales, troupeaux, essaims, etc., ne fonctionnent que si chaque individu peut se mettre à la place de ses congénères et ressentir ce qu'ils ressentent. Je vois déjà notre poisson rouge nous refaire signe. En tant qu'animal vivant en banc, il aurait, lui aussi, sa place à bord.